Eh bien, merci Claire de Becker pour votre introduction. Je tiens bien sûr à remercier la ville de Tourcoing pour cette invitation à venir parler de l'histoire de la presse satirique. Je remercie aussi le monsieur là-haut qui nous donne des conditions techniques parfaites. Et je vous remercie vous pour votre présence. Voilà, nous avions une rude concurrence, deux même, le soleil, la fête des mers, enfin le déconfinement, des conditions parfaites pour venir écouter une conférence et voir une exposition que j'ai trouvée très, très impressionnante. J'ai fait un petit tour juste avant. Donc si je suis ici, c'est parce qu'en effet, je suis d'abord historien de la caricature et du dessin de presse. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je travaille sur ce sujet. J'ai écrit un certain nombre de livres, plutôt des livres d'histoire, donc sur l'histoire de l'image, des représentations, de la presse. Et mon dernier livre est un roman, voilà. Je me suis essayé à cette forme un peu nouvelle, mais un roman sur un dessinateur de presse, voilà, pendant la Grande Guerre. On peut faire 1000 conférences en fait sur le sujet de la presse satirique. Moi, je tiens à chaque fois à choisir un axe qui, de préférence, réponde à une question contemporaine. Donc là, je vous montre un extrait du site du Courrier Picard. Je ne sais pas si on lit le Courrier Picard ici. Voilà, on est un peu peut-être trop au nord. Et en tout cas, c'est un journal qui est diffusé pas très loin d'ici. Et Daniel Muraz, qui est le responsable BD du journal, a écrit un article il n'y a pas très longtemps pour le 1500e numéro de Charlie Hebdo, dans lequel il dit ceci, ce qui est véritablement gênant ici, c'est plutôt l'aspect propagandiste, pro-gouvernemental du dessin. Donc le dessin paru en une de ce journal il y a quelques semaines. Ce positionnement de l'hebdo questionne sur le rôle d'un journal satirique. Voilà, grande question. Et sur le rôle du dessin de presse, celui-ci doit-il forcément se situer systématiquement dans l'opposition au pouvoir et aux pouvoirs établis, dans son rôle de contre-pouvoir symbolique et de poil à gratter, point d'interrogation. Ou peut-il aller aussi dans le sens du vent gouvernemental quand une mesure va dans le sens de la ligne rédactionnelle? Voilà, donc une grande question, à quoi sert le journal satirique? Est-ce que nécessairement la presse satirique est d'opposition? Alors cette réflexion de Daniel Muraz rejoint un peu l'introduction, en introduction oui, de l'exposition, dans laquelle on vous dit que le dessin de presse, c'est fait pour aider à éveiller les consciences, aider à faire réfléchir. Alors on va voir qu'en fait, c'est une vision un petit peu réductrice. Le dessin de presse a été utilisé dans des situations très très différentes, avec des fonctions très différentes, et c'est ce qu'on va voir. Donc on va essayer de répondre à cette question, à quoi sert la presse satirique et dans quel camp elle est? Est-ce qu'elle est dans un camp? Et finalement, est-ce qu'elle n'est pas dans tous les camps en fonction de ceux qui veulent bien s'en servir? Alors, sans remonter à l'Antiquité, je voudrais, avant de vous parler de presse satirique, vous parler de caricature, puisque qui dit presse satirique dit caricature, et la caricature arrive avant l'existence de la presse, avant l'existence de la presse satirique. Il y a deux traditions dans la caricature moderne. La première, c'est le XVIe siècle, la réforme luthérienne en Allemagne, les réformés qui se battent contre ce qui va devenir le catholicisme, donc le pape, se battent avec des pamphlets qui sont principalement écrits, donc imprimés. Hein. C'est l'essor de l'imprimerie permet à ces débats extrêmement vifs, extrêmement violents parfois, avec des morts, de se diffuser très largement, alors que jusqu'alors, les textes étaient diffusés sous la forme de manuscrits, donc réservé à une toute petite élite. Et dans certains de ces pamphlets, on va voir apparaître des caricatures parce que Luther est entouré de peintres et Luther est un acharné, un polémiste extraordinaire et lui-même sent que l'image peut lui servir, peut servir ce combat contre les catholiques. Et donc il va produire un certain nombre d'images, soit pour illustrer des bibles, soit des caricatures très violentes qui vont très vite recourir à des procédés qu'on va retrouver ensuite, qui vont devenir traditionnels, l'animalisation, c'est-à-dire la transformation d'un personnage en animal, ou bien la scatologie, par exemple. Voilà, tout un tas de procédés. Voilà, vous avez deux exemples ici. Donc, un pape qui est sur la truie qui représente l'Allemagne. Donc, on incarne un pays sous une forme animalière, et il tient dans sa main un étron fumant. Voilà le type de caricature qu'on a. On est en 1547, là, donc très vite apparaissent des caricatures
très virulente, très radicale. Autre exemple de scatologie, un réformé qui défecte dans la tiare, qui est le symbole en fait du pape. Seul le pape possède ce couvre-chef, qui est vraiment l'incarnation du lien avec Dieu. Et donc, il défecte dans ce symbole religieux. Donc là encore, une volonté de désacraliser en fait les symboles de l'Église. Alors, par Luther, qui n'est pas anticlérical, il n'est pas hostile à l'Église, il est juste hostile à la dérive voilà, des indulgences, la manière dont les chrétiens, à cette époque-là, enfin l'Église chrétienne, c'est-à-dire la direction des chrétiens, la manière dont elle pratique la religion. Autre tradition, c'est l'Italie. L'Italie, on a un certain nombre d'artistes qui vont inventer ce qu'on appelle au sens strict la caricature, c'est-à-dire qu'on déforme les visages, et tout en gardant la ressemblance. On peut encore identifier la personne. Et ça, on invente ça dans les ateliers de Bologne. Ce sont les frères Carache qui vont mettre au point cette technique. Évidemment, il y a un goût pour la déformation à l'époque. Un goût, par exemple, chez Léonard de Vinci, les grotesques. Voilà, on déforme le visage. On est attiré par cette espèce de laideur idéale. Et on pense qu'elle peut révéler en fait l'intériorité. Alors, ces dessins n'avaient pas vocation du tout à être diffusés dans l'espace public, contrairement à ceux qu'on a vus précédemment. C'était des jeux d'atelier. Les souverains eux-mêmes s'intéressaient beaucoup à ces dessins, mais c'était dans des cercles extrêmement restreints. Voilà, c'était un amusement de l'élite. Et on a une synthèse de ces deux styles en Angleterre, de ces deux formes finalement, une forme plus propagandiste, une forme plus artistique, dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, qui connaît une grande liberté d'expression. On peut publier des caricatures, même des caricatures du roi, ça ne pose pas de problème. Certains hommes politiques payent des dessinateurs pour caricaturer leurs adversaires politiques. On est au XVIIIe siècle, alors qu'à cette époque-là, en France, la censure royale fait qu'aucune caricature ne peut paraître, sauf si elle a été visée par la censure, et en gros, si elle vise en fait une nation ennemie. Il est hors de question de caricaturer le roi en France jusqu'en 1789. Donc cette synthèse anglaise, très brillante, on pense souvent que la caricature, c'est une tradition française, cocorico. Non, avant que la caricature éclate vraiment pendant la Révolution française en France, il s'est passé plein de choses dans le genre ailleurs, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre. Et donc, à un moment donné, la presse apparaît. Donc, le début de la presse, c'est Renaudot, XVIIe siècle, mais les journaux, pendant relativement longtemps, ne seront pas illustrés. Il faut attendre la Révolution française, en fait, pour qu'on insère quelques gravures dans certains journaux, et encore là, de manière très exceptionnelle. Donc, voilà, je vous montre les révolutions de France et de Brabant. Donc, c'est un des rares journaux de la Révolution française qui publie des dessins. Alors, parfois, ce sont des illustrations, parfois, c'est plus politique, c'est plus caricatural, mais on ne retrouve pas le ton caricatural dans le texte, qui, lui, est très politique, très, très polémique, mais on ne cherche pas à rire. Il n'y a pas cette dimension ludique qu'on trouve dans la caricature. Et en fait, donc c'est une période d'effervescence. 1789, la censure royale disparaît, puisque l'État est très désorganisé par la Révolution. Et pendant quelques années, on va avoir une production énorme de caricatures, mais sous la forme de feuilles volantes, de gravures volantes, comme on a en haut à droite. Et ces gravures, parfois, d'ailleurs, font référence à des événements qui ont eu lieu. En fait, elles font évidemment référence à la Révolution qui se déroule, mais parfois, de manière très ponctuelle, comme en haut à gauche, on a un sans-culotte. Bon, voilà, une fois de plus, on a de la scatologie, mais derrière, on a une manifestation pendant laquelle on brûle une effigie du pape. Voilà. Et on faisait ça à l'époque, on faisait des sortes de personnages, de marionnettes. Il n'y a pas très longtemps, une effigie de Macron a été brûlée en France pendant le mouvement des Gilets jaunes, et la personne a eu une plainte. Enfin, voilà, ça ne laisse pas évidemment indifférent. Bon, à l'époque, évidemment, de Révolution, on trouvait ça assez normal. La vraie naissance de la presse satirique, en fait, c'est les années 1830. C'est-à-dire qu'entre la Révolution française et 1830, on a bien sûr
quelques journaux qui publient des dessins et des caricatures, mais ce n'est pas très systématique et on tâtonne en fait. En 1830, on a une situation qui est très différente. Alors, on a eu une succession de régimes entre la Révolution française et 1830, des monarchies, des moments très courts de liberté, donc beaucoup de censure. Et là, en 1830, on chasse le roi Charles X lors de 3 journées d'émeutes. Et le nouveau roi qui prend le pouvoir, qui s'appelle Louis-Philippe, va donner par une charte la liberté d'expression. Donc pendant quelques années, les dessinateurs peuvent en gros dessiner, selon cette charte, ce qu'ils veulent. Et un patron de presse, Philippon, qui est en même temps dessinateur, va fonder le premier journal véritablement satirique qui s'appelle La caricature morale, religieuse, etc. Et chaque semaine, le texte est accompagné de 2 caricatures, des caricatures souvent en couleur, donc un travail de lithographie très beau, puisque en fait, l'émergence de la presse satirique est aussi permise par une évolution technique. Les techniques sont souvent très importantes, on ne les voit pas trop, mais la lithographie en fait permet au dessinateur de dessiner directement sur une pierre et c'est son dessin qui va être reproduit sur une feuille. Alors que jusque-là, le dessinateur dessine sur une feuille, il y a un graveur qui reproduit son dessin sur une plaque métallique ou sur du bois, et ensuite on va imprimer cette plaque. Donc il y a un intermédiaire en fait. La lithographie permet de se passer d'intermédiaire et donc d'avoir vraiment la patte du dessinateur. On a des dessins beaucoup plus vivants et avec des effets, comme vous le voyez ici, qui sont presque des effets de peinture. On n'est pas dans le dessin au trait assez minimaliste qu'on avait pu voir préalablement, qui est beaucoup plus figé. On a bien un côté presque réaliste qui fait que celui qui regarde ces caricatures, celui qui ouvre ce journal, il est probablement beaucoup plus impressionné par les dessins qu'il n'avait pu l'être dans les années précédentes. Alors, ce journal, premier hebdomadaire, ailleurs dans le monde, il n'y a pas de presse satirique en 1830. Il y a vraiment une invention là française, pour le coup. Alors, très vite, en fait, le journal a des problèmes. Des problèmes avec le pouvoir. C'est-à-dire que la charte qui donne la liberté, en fait, ne la donne pas totalement. Et rapidement, il va y avoir des saisies de certains numéros. Et ce qui pose problème au pouvoir, en fait, c'est quand le roi est caricaturé, comme ici. Le roi Louis-Philippe est caricaturé en plâtrier et qui efface en fait les journées, les promesses qu'il a faites préalablement. Et donc des numéros sont saisis, il va y avoir aussi des procès, des condamnations. Daumier va faire de la prison à ce moment-là. Philippon, celui qui a créé ce journal, lui aussi fait de la prison. Donc c'est quand même relativement sérieux. C'est compliqué déjà, enfin on le savait pour les périodes précédentes, mais même en période censée être une période de liberté, on voit que la pratique de la satire, la pratique de la caricature est problématique en fait dans la société. Alors ici, je vous montre une feuille volante qui a été publiée à l'époque, qui a été dessinée par le fondateur de ce journal. En fait, lors d'un procès, il explique au juge, mais attendez, si vous voulez me condamner pour avoir représenté le visage de Louis-Philippe, donc en haut à gauche, il faudra que vous condamniez toute personne qui représenterait une poire, parce qu'en fait, on voit bien qu'entre les 2 visages, eh bien, il y a une correspondance. Évidemment, c'est une blague que fait le dessinateur Philippon devant les juges. Il ne pense pas convaincre les juges, et en effet, il sera condamné. Mais en fait, cette démonstration va avoir beaucoup d'importance, puisque, suite à ça, les dessinateurs vont se mettre à représenter le roi sous la forme d'une poire. Puisqu'ils n'ont pas le droit de publier son visage, sauf à être condamnés, eh bien, ils vont jouer de ce subterfuge. Et tous les dessinateurs dans le journal vont se mettre à dessiner des poires. Il va y avoir des poires partout. Et c'est ça, en fait, l'intérêt du journal satirique par rapport à la feuille volante. À l'époque, ce sont principalement des dessins sous forme de feuilles volantes qui circulent, puisque les journaux satiriques, il n'y en a pas beaucoup. C'est que vous, quand vous êtes dans la rue, vous croisez par exemple un colporteur qui va vous proposer cette image, vous n'en avez probablement pas vu dans les semaines ou les mois qui précèdent, et vous n'en verrez sans doute pas d'autres pendant un temps assez long.
Voilà. À part les habitués qui sont en ville proche d'un magasin qui proposerait de telles gravures, en fait, on est soumis aux images de manière très aléatoire jusqu'à ce que le journal vous propose chaque semaine justement des caricatures, des textes et des caricatures qui sont liés, si vous voulez, le texte explique la caricature explique le texte. Donc il y a une véritable culture de la satire, une culture satirique qui est progressivement construite par ces journaux. Et le lecteur, qui est un abonné principalement, puisque à l'époque on est principalement abonné aux journaux, eh bien le lecteur, lui, il s'enrichit de cette culture et le dessinateur peut s'appuyer sur le fait que, eh bien, quand il dessine une poire, il sait que le lecteur y verra Louis-Philippe. Voilà, parce qu'il y a tout cet acquis en fait culturel du lecteur du journal que n'aurait pas quelqu'un dans l'espace public qui tomberait sur une caricature avec une poire, il n'y comprendrait rien. Et là, je vous montre deux caricatures qui représentent en fait des enfants dessinant des poires sur des murs à l'extérieur. Alors, ce sont des dessins publiés par ces journaux, mais qui reflètent une réalité. C'est-à-dire que ce qui est formidable à l'époque, c'est que la caricature et le journal satirique qui s'appelle Le Charivari ont chacun 2 ou 3 000 abonnés, ce qui est très peu en France, 2 ou 3 000 abonnés. Mais en fait, leurs dessins vont être repris, cette forme de poire va être reprise pour critiquer le pouvoir. Et on va retrouver en province, la police va traquer ces dessins, traquer ces graffitis sur les murs des maisons de province et va évidemment en faire des relevés et les effacer parce que ce sont des caricatures qui sont hostiles au pouvoir. Donc on voit que là, finalement, la presse satirique se met à rayonner, se met à produire des images qui vont permettre à un certain nombre de gens qui vont s'approprier ces dessins, ça va leur permettre d'exprimer leur colère sociale. Voilà. Donc là, on est vraiment dans le type du journal satirique qui se bat contre les puissants, qui se bat contre le pouvoir, l'autoritarisme du pouvoir. Donc c'est vraiment la presse satirique qui éveille les consciences et voilà, c'est celle qu'on aime regarder en fait, bien sûr. Je passe à la suite. Donc ici, c'est Le Charivari. 1830, la caricature hebdomadaire. 1832, le premier journal satirique quotidien au monde, c'est Le Charivari, qui a vécu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il est passé hebdomadaire dans les années 20, mais voilà, un journal qui a duré très longtemps, tous les jours une caricature. Et à l'époque, évidemment, un certain succès quand même, c'était une performance technique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que en 1835, le monarque en a assez, le roi Louis-Philippe et le gouvernement, ils en ont assez de ces caricatures, assez de mettre en prison les dessinateurs, ce qui ne les empêche pas de continuer à dessiner, et ils vont donc voter des lois de censure pour que, de manière définitive, il n'y ait plus du tout de liberté, de possibilité pour le dessinateur de publier des dessins sans avoir préalablement montré son dessin à une autorité, à un censeur. D'accord ? 1835. Alors, ce qui est intéressant avec ces lois, c'est que pendant toutes ces 5 années, 1830-35, les dessinateurs étaient persuadés que la puissance de leur dessin allait leur permettre de mettre par terre Louis-Philippe, de faire reculer Louis-Philippe et de faire triompher la République, puisque ces dessinateurs sont républicains. Le pouvoir était persuadé que ces dessins risquaient de lui nuire de manière très importante, d'où ces saisies, d'où ces procès, d'où ces destructions de certains numéros. Et en fait, en 1835, quand le gouvernement vote ces lois de censure, eh bien, du jour au lendemain, les dessinateurs s'abstiennent de publier des caricatures politiques et ils rentrent dans le rang. Les dessinateurs ont surestimé le pouvoir de ces images et le pouvoir aussi avait surestimé le pouvoir de nuisance de ces caricatures. Alors c'est intéressant parce que depuis la Révolution française, on associe caricature et désordre politique, caricature et révolution, à tel point qu'en 1791, vous avez un journaliste royaliste qui publie le premier recueil de caricatures en France, et il explique que ce sont les caricatures qui ont provoqué la Révolution. Des caricatures publiées par les protestants, lui-même est royaliste et catholique, et il dit que ce sont ces caricatures qui ont mis les gens en révolte. Ce ne sont pas les gens eux-mêmes qui se sont mis en révolte tout seuls, ils ont été induits en erreur par ces caricatures. Donc, tout au long du XIXe siècle, on va justifier la censure de la caricature
au prétexte qu'elle aurait ce pouvoir de mettre en révolte les classes dangereuses, comme on disait à l'époque, hein, la population des travailleurs, des opprimés, alors qu'on voit en fait que, eh bien, au moment où on impose la censure, finalement, les dessinateurs ont perdu. Alors, la caricature continue, les journaux satiriques, le peu de journaux satiriques qui existent continuent à être publiés, mais ils publient ce qu'on appelle des caricatures de mœurs. Hein. Ça n'est plus politique. On parle soit de l'actualité théâtrale, soit on va s'amuser sur la mythologie, soit s'amuser sur la vie quotidienne. Voilà, c'est les familles Daumier et ces caricatures visant les bourgeois, ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a plus de caricatures politiques. 1848, on a une révolution et qui balaie la censure, de nouveau pour quelques années, un temps très court. Et là, ce qui m'intéresse, moi, c'est que pendant ce temps, on a donc plusieurs journaux satiriques qui vont voir le jour, qui sont nouveaux. Voilà, dans les périodes d'effervescence politique, les gens sont avides d'informations, mais aussi de discours politiques, et la caricature accompagne les discours politiques. Et en fait, ce qui est aussi frappant, c'est qu'on a la première élection présidentielle de l'histoire, hein, qui va se dérouler en décembre 1848. On a quelques candidats, notamment Louis-Napoléon Bonaparte, et aussi le président du Conseil qui s'appelle Cavaignac. Et Cavaignac, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va demander à un ami éditeur, en le finançant, lui demander de publier un journal satirique qui va s'appeler la Revue Comique, pour justement combattre les autres candidats à l'élection. Donc le président du Conseil, c'est comme si aujourd'hui Macron payait des journalistes, des dessinateurs de presse pour attaquer ceux qui veulent se présenter à la prochaine élection présidentielle. Donc on a une instrumentalisation de la caricature par le pouvoir qui est inédite, mais en tout cas qui se fait au plus haut sommet de l'État. On a aussi la diffusion de ces caricatures par le pouvoir, par le biais des préfectures. Hein. À Paris, on imprime des caricatures, elles sont envoyées aux préfets qui eux-mêmes les ventilent auprès des maires et qui organisent des réunions dans lesquelles ces caricatures sont montrées, voire distribuées. On a donc cette instrumentalisation. Et donc là, on a bien finalement les deux grandes tendances de la presse satirique et du dessin de presse. Une tendance qui sert les plus petits contre les pouvoirs oppressifs, et une tendance qui sert les grands quand les pouvoirs pensent que ces images peuvent leur servir. Alors, pour l'anecdote quand même, décembre 1848, alors que la plupart des caricatures étaient tournées contre Louis-Napoléon Bonaparte, hein, un des candidats, et la plupart des images étaient plutôt favorables à Cavaignac, au président du Conseil, qui avait dans sa poche une grande partie de la presse, eh bien c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui gagne l'élection avec 80% des suffrages. 80%. Donc on voit encore la limite, là, du pouvoir de conviction de la caricature. Toutes ces images, finalement, elles n'ont pas servi à grand-chose. Alors peut-être au fait que s'il n'y avait pas eu ces images, peut-être que Louis-Napoléon aurait eu 90% des suffrages, on n'en sait rien. Peut-être qu'au contraire, elles ont joué à accroître sa notoriété, parce qu'on voit un certain nombre de gens dans les villes de province se mettre très en colère dans les semaines qui précèdent l'élection et exiger des libraires qu'ils détruisent les images contre Louis-Napoléon Bonaparte, qui sont présentées en devanture. Et certains cassent les devantures des librairies, certains vont prendre les caricatures, les déchirent, et certains vont casser la figure de certains libraires qui vendent ces images. Donc il y a une vraie bataille autour de l'image, comme on a vu aussi des batailles plus récentes autour des caricatures. Ça n'est pas nouveau, en fait. Alors, cette question, finalement, de quel côté est la caricature, souvent on pense que Daumier incarne cette image du dessinateur qui défend les faibles, qui défend les petits, les opprimés, contre le roi, contre les injustices. Ici, je vous montre une image en haut qui s'appelle Rue Transnonain. Donc, elle date de 1834 et c'est un moment de répression sanglante en fait du pouvoir. Le pouvoir tue des dizaines de personnes à Paris et Daumier fait ce dessin qui n'est pas du tout une caricature, mais
qui est assez touchante, hein, où il représente un homme mort, et on a un enfant sous lui qui est mort aussi. Voilà, donc grosse émotion. À l'époque, pas grosse émotion du tout, hein, le pouvoir, évidemment, à la majorité de la population. Très peu de commentaires sur ce dessin qui va devenir un peu emblématique de Daumier. Après, il va être beaucoup reproduit. Mais à l'époque, bon, pas tellement. Le journal de la caricature et Daumier, ils prennent la défense des gens qui se font tuer par l'armée, qui se font tuer par le gouvernement. 1848-49, donc on est plus de 10 ans après, dans quel camp se trouve Daumier? Eh bien, Daumier, il se trouve dans le camp de la République qui est au pouvoir. Et donc, il n'est plus dans l'opposition, il est dans la majorité. Et quelles sont ses cibles dorénavant? Ce ne sont plus les rois, il n'y a plus de rois en France. Et bien, il se met à dessiner abondamment sur les femmes. Et notamment les femmes qui, à cette époque-là, réclament des droits, réclament le droit de vote, réclament le droit au divorce, réclament finalement une certaine égalité. Et lui, alors Daumier, il fait des dizaines et des dizaines de dessins pour montrer que ces femmes sont des hystériques, qu'elles en fait, qu'elles sont des alcooliques, qu'elles veulent chambouler la société, détruire l'ordre social. Donc Daumier se trouve plutôt du côté des conservateurs, des réactionnaires, sur le terrain moral, hein, on va dire. Voilà. Donc un même dessinateur peut nous apparaître comme un défenseur des opprimés et lui-même finalement maintenir des oppressions. Et finalement, de nombreux dessinateurs sont dans ce cas. Voilà, donc quelques exemples de ces journaux satiriques parus en 1848. Et à l'époque, on a des journaux qui commencent à fleurir en Angleterre, le Punch, en Allemagne, le Kladderadatsch notamment, qui va durer un siècle. Et donc, voilà, on a une presse satirique qui en fait est européenne et qui va bientôt devenir mondiale. Bon, coup d'État en 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, donc de nouveau la censure pendant 20 ans. Et à la fin du Second Empire, en fait, la justice, la loi se détend sur le terrain de la liberté d'expression. Donc on a de nouveau des journaux satiriques qui apparaissent. Bien sûr, ils ne peuvent pas publier de caricatures politiques. Et il y a une invention, hein, Louis-Napoléon Bonaparte, qui s'appelle Napoléon III à ce moment-là, invente une nouvelle forme de censure. Donc non seulement le dessinateur doit soumettre son dessin à la censure avant qu'il soit publié, mais il doit aussi obtenir l'autorisation écrite de toute personne qu'il veut caricaturer. Ici, par exemple, vous avez Courbet. Eh bien, le journal reproduit l'autorisation écrite qu'il a adressée au journal et qui prouve qu'il a bien autorisé le journal à publier sa caricature. Évidemment, à l'époque, les gens de droite, les gens qui sont en faveur du pouvoir refusent tous d'être caricaturés. Et ceux qui acceptent d'être caricaturés, ce sont des gens de sensibilité républicaine qui sont hostiles à ce pouvoir de Napoléon III. C'est un moyen, évidemment, d'appeler à plus de liberté, hein, puisque les dessinateurs, à ce moment-là, aimeraient qu'il y ait une liberté d'expression qui soit beaucoup plus large, mais on n'y est pas encore. Donc vous voyez une diversité de journaux, des journaux qui sont déjà à Paris, bien sûr, mais aussi en province, hein, la Mouche clermontoise, par exemple, et dans les villes de province, même moyennes, on commence à voir fleurir des journaux satiriques. Voilà, quelques exemples. Une fois de plus, on reproduit l'autorisation en bas à gauche. Et puis, en fait, la censure est très forte à l'époque. Hein. Les journaux, avant 1870, en fait, avant 1881, continuent à être sanctionnés. Même pour un dessin qui a été autorisé par la censure, le dessinateur va être Poursuivi pour immoralité, pour avoir représenté ce melon dans lequel nul ne savait qui était visé. Alors, 1870, le Second Empire s'écroule et pendant une année et demie, on est en septembre, hein, pendant une bonne année, on va avoir une effervescence politique extraordinaire. Les journaux satiriques vont avoir beaucoup de mal à être publiés vu l'effervescence sociale et on va avoir de nouveau une multiplication des feuilles volantes, de feuilles volantes qui sont de plus en plus radicales et qui vont se radicaliser au fil de la radicalisation des événements, et notamment avec la Commune de Paris, hein, mars 1871, mai 1871. Pendant 3 mois, les communards vont essayer d'inventer une organisation alternative, on va dire, qui va être réprimée très durement
par une vingtaine de milliers de morts à la fin de la semaine sanglante. Et on voit des caricatures qui sont très violentes, qui rappellent en fait celles publiées pendant la Révolution française et qu'on ne retrouve pas vraiment dans les journaux satiriques, qui sont plus... on veut dire, plus tenues à une certaine morale. Les journaux, les feuilles volantes comme ça, elles circulent, elles sont plus difficiles en fait à censurer, à contrôler, alors qu'à l'époque il y a une censure. Et des images très dures contre le clergé. Ici une image qui dénonce la pédophilie du clergé, on est en 1871, des images qui attaquent très, très fortement l'Église. Évidemment, c'est un moment très court, il y a une reprise en main, et donc là, on est dans les années 70. Et dans les années 70, en fait, on n'a pas encore la liberté qu'on aura avec la loi de juillet 1881, et donc la censure. La censure, par exemple, on la voit sur ce numéro de l'Éclipse. Vous voyez, il y a un visage qui est effacé. C'est-à-dire que le dessinateur a soumis son dessin à la censure. La censure a dit OK, mais pas ce visage. Donc le dessinateur soit renonçait à son dessin, soit le publiait sans le visage pour montrer que justement la censure avait supprimé quelque chose et pour que, en même temps, ça titille le lecteur qui se demande mais qui on a voulu nous cacher, pourquoi celui-là voilà. Certains journaux, à force d'avoir présenté des dessins et d'être refusé un dessin, on pouvait vous refuser un dessin, puis vous en ameniez un deuxième une demi-heure après refusé, puis 3, puis 4, puis 5, eh bien certains journaux finissaient par publier du texte en relâche pour censure. Le Don Quichotte, pendant plusieurs mois, n'a publié que de la typographie en couverture pour protester contre la censure dont il était victime. Et puis on a bien sûr toute une vague d'images, des représentations de la censure. Comment on représente la censure ? Aujourd'hui, le stéréotype des ciseaux, évidemment, c'est un peu fixé, mais à l'époque, c'est le début en fait, de ces représentations. Donc, avec un personnage féminin, au XIXe siècle, on représente beaucoup d'idées sous forme d'allégories. Donc là, ce personnage a été surnommé Anastasie. La censure a pour nom Anastasie. Ou bien, le dessinateur qui se représente lui-même, accablé par le poids des amendes, par exemple. Alors, un peu une nouveauté, c'est que jusqu'ici, c'est plutôt en France, plutôt les républicains qui ont publié des journaux satiriques. Et à partir des années 1870, du milieu des années 1870, eh bien, la droite et l'extrême droite se mettent aussi à publier des journaux satiriques. Voilà. Le spectre est de plus en plus large. Et la droite avait du mal avec ces représentations qui étaient outrancières, mais soudain, il y a une forme de banalisation. Et certains journaux disent, eh bien, les républicains nous attaquent depuis des décennies, répondons-leur avec leurs propres armes, puisqu'ils nous ont fait tant de mal, eh bien, à nous de leur faire du mal avec ces armes diaboliques. Donc là, la Jeune Garde et le Triboulet sont des journaux qui sont soit bonapartistes, soit monarchistes, soit orléanistes, qui défendent Louis-Philippe. Et on arrive à la loi de 1881, qui va avoir quand même une grande importance sur la liberté d'expression, puisque du jour au lendemain, grâce à cette loi, le dessin de presse n'a plus besoin de se soumettre à un censeur pour être publié. Le dessinateur n'a plus besoin de demander à celui qui veut caricaturer l'autorisation de le caricaturer. Donc, on arrive à la liberté qu'on connaît aujourd'hui. Alors cette liberté, évidemment, elle connaît quelques limites, on le verra après, mais ces limites sont la diffamation, ces limites sont l'appel au crime, par exemple, les fausses nouvelles, et aussi on protège dans la loi le président de la République et les souverains étrangers, et en fait l'armée aussi. Donc voilà, on rajoute des « et plusieurs dessinateurs vont connaître la prison après 1881 en France. On n'imagine pas, mais même en France, on peut aller en prison malgré cette grande loi de liberté dont on parle encore aujourd'hui et qui évidemment, est encore en partie d'actualité, en fait. Alors, cette très grande liberté qui est offerte aux dessinateurs permet une efflorescence de la caricature sous des formes très différentes, sous des supports très différents. On peut avoir des vignettes qu'on va coller sur des affiches, coller sur des lettres qu'on envoie, qu'on colle partout dans l'espace public. On peut avoir des tracts. On a des affiches elles-mêmes qui font parfois 4 mètres sur 3 mètres, sur lesquelles on va avoir des caricatures politiques, des cartes postales innombrables, des enveloppes illustrées de caricatures politiques, des assiettes. Voilà, vous mangez dans votre assiette. Ici, c'est Jules Ferry, donc le père de l'école républicaine. Des chansons illustrées
et des sculptures. Voilà, la sculpture satirique connaît aussi une grande vogue à l'époque. Alors, l'idée, c'est quand même de vous montrer que voilà, la presse satirique est une partie en fait, de la production de caricatures. Dans les années 1880-90, voilà, des journaux d'extrême droite. Donc, ces journaux vont, pour certains, accompagner des moments de tension et de crise en France, hein, notamment pendant l'affaire Dreyfus. On va avoir des journaux satiriques qui vont se fonder spécialement pour soit défendre Dreyfus, soit au contraire l'accabler. Hein. Le PSIT de Forain est anti-dreyfusard et antisémite, donc se bat contre Dreyfus. Et là, vous avez en fait 3 journaux de droite, sinon d'extrême droite. Alors, il y a une grande diversité en fait à la Belle Époque, puisque c'est l'âge d'or de la presse satirique, des journaux qui ne sont pas obligatoirement politiques et qui sont même des journaux d'humour, qui sont des journaux parfois très déshabillés, hein, puisqu'on s'adresse à un public quand même principalement masculin, donc avec beaucoup de dessins sur l'adultère, des dessins aigrillards, des dessins à Libye où on déshabille les dames. Parfois des journaux plus littéraires, comme le Gil Blas par exemple, mais avec à chaque fois ce goût pour l'image, pour la caricature, pour le dessin de mœurs et une généralisation. Je vous montre ici plein de journaux qui sont des journaux de province. Le Lillois, on n'est pas très loin de Lille. Donc, fin du 19e siècle, chaque ville de plus de 10 000 habitants avait son petit journal satirique. Hein. Il faut imaginer, par rapport à aujourd'hui, il y avait une presse extraordinaire, extrêmement dynamique, qui n'a plus cours aujourd'hui. Donc, Marseille, Le Havre pour la cloche, avec Dreyfus, donc un dessin très antisémite. Et puis, voilà, on a Reims, Letry, c'est Reims, voilà, Périgueux, vous voyez, ce ne sont pas des très grandes villes, et pourtant des journaux satiriques. Alors avec des dessinateurs, hein, qui sont des dessinateurs locaux, parfois qui ont du talent, d'autres fois beaucoup moins. Ici, j'insiste un petit peu sur Lille, puisqu'on n'est pas loin. Donc le Lillois, c'est un journal qui a commencé à apparaître dans les années 1880, qui était d'extrême droite, très antisémite, et qui était illustré en fait par un dessinateur parisien qui dessinait en même temps pour Le Pèlerin qui est un journal catholique et qui a publié pendant une trentaine d'années des caricatures politiques. Alors Le Pèlerin, c'est un journal catholique qui s'adressait aux familles, hein, 400 000 exemplaires avant 14. Et ben on ne s'attend pas, mais en 4e de couverture, des caricatures extrêmement violentes contre les juifs, contre les francs-maçons, contre les républicains au pouvoir. Donc voilà, c'est le même dessinateur en fait. Et puis Tristan de Pienne, qui lui est moins politique, mais qui lui fait des portraits, en fait, ce qu'on appelle le portrait charge. Et lui vient de la région de Reims. Donc voilà, on retrouve ses dessins dans des journaux de la région. Et il y avait des dizaines de journaux satiriques, hein, entre 1880 et 1914, des dizaines à Lille, et on en trouverait partout dans toutes les villes alentours. Un dessinateur, je vous donne l'exemple de ce dessinateur qui voilà, dessinait dans la région dans laquelle j'habite, l'Aisne, et lui a commencé à dessiner en fait à Paris. Il dessine, avant même de dessiner dans la région, il dessine à Paris dans des journaux qui vont voilà, d'extrême droite. Il dessinera ensuite en province, donc dans l'Aisne, pour des journaux d'extrême gauche, hein, ça ne le gêne pas, il fait tous les liens. Le Cri-Cri est publié à Saint-Quentin, donc petite ville de l'Aisne. Pendant une année, voilà, on attaque le politicien local, le député. Là, c'est Paul Doumer qui deviendra président de la République après la Première Guerre mondiale. Alors, ça crée parfois des tensions, parfois il y a des procès, et notamment ce dessinateur qui s'appelle Lucien Emery, qui signait Chanteclair, il va avoir un procès pour avoir dessiné un journaliste alcoolisé. Voilà. Et procès en diffamation qu'il va perdre. Et ce qui permet de faire le lien en fait entre le pseudonyme Chanteclair et ce dessinateur qui va donc se retrouver en une du principal journal antisémite de l'époque. Donc on a vraiment un lien entre Paris et la province, beaucoup de dessinateurs en province, et certains voilà, sont toujours entre les deux, entre la grande ville, et essayent de trouver des débouchés locaux. Et comme on a une presse politique très dynamique aussi en province à cette époque-là, eh bien le dessin trouve à se diffuser. Partout, les journaux quotidiens à cette époque-là ont des hebdomadaires illustrés, donc avec des dessins d'humour.
voilà, qui sont fabriqués à Paris. Hein. Là, tout est fabriqué à Paris, les textes sont fabriqués à Paris, mais vous avez le titre local, le Petit Ardennais, et le journal va diffuser ça, évidemment, pour gagner de l'argent. Donc il y a une diffusion très profonde, en fait, du dessin de presse à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, on se dit il y a une incompréhension entre notamment la jeunesse et les dessins de presse. Il faudrait éduquer aux médias, éduquer aux dessins de presse. À l'époque, il n'y avait pas besoin de cette éducation. Tout le monde voilà, était confronté à ces images dans l'espace public sous la forme de journaux et aussi sous la forme d'autres supports, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, on était baigné, on était immergé. Et malgré la violence de ces images, il y avait une acceptation de cette violence. Il y avait des tabous aussi, hein, il y avait des limites, mais en tout cas, ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Il y avait des frictions, mais évidemment, jamais jusqu'à aller s'entretuer. Même en Algérie, même dans les colonies, en fait, la presse satirique a été très dynamique avant 1914, avec des journaux qui ont pu durer 20 ans. Hein. Le Charivari oranais et algérien a duré plus de 20 ans. Évidemment, c'est là encore, on peut se poser la question, mais qui diffusait ces journaux? Ce sont uniquement les colons qui diffusaient ces journaux, et ces journaux donc, ont vocation non pas à éveiller les consciences, mais à justifier la colonisation. Ces journaux sont racistes, ils présentent les populations locales, les indigènes, comme des voleurs, comme des violeurs, comme des gens dangereux. Hein. L'insécurité, elle est mise sur le dos des Arabes à l'époque. On ne pouvait même pas dire algérien, mais voilà, puisque les Algériens, c'était les Français, en fait, aussi. En tout cas, voilà, cette presse satirique dans les colonies, c'est une presse coloniale. Hein. La caricature, elle est strictement coloniale. Non seulement les populations locales indigènes n'avaient pas les moyens techniques, n'avaient pas les moyens financiers, mais même ceux qui sortaient du lot, qui faisaient partie de la petite bourgeoisie ou de la moyenne bourgeoisie indigène, de toute façon, ils n'avaient pas le droit hein, de publier de tels journaux. Donc, une fois de plus, la caricature n'est pas tellement progressiste de ce point de vue-là. Alors, juste très rapidement, dans tous les pays européens, des centaines de journaux satiriques très brillants, là encore, de tous les bords, d'Italie. Ici, on a l'Allemagne avec plusieurs journaux, aussi bien des journaux de droite conservateurs comme le Kladderadatsch, qu'un journal d'Herbar et Jacob, qui est un journal socialiste. Hein. À l'époque, en Allemagne, il y a un mouvement socialiste. La social-démocratie est très, très puissante, très dynamique. Elle a des centaines de journaux quotidiens, des journaux locaux, des journaux sportifs, des journaux qui s'adressent à toute la population, des journaux politiques, bien sûr, et un journal satirique qui s'appelle Der Wahre Jacob. Voilà. Des journaux qui vont, pour la plupart, durer un siècle et qui s'arrêteront en fait en 1944 quand Goebbels décidera de mettre fin à la presse satirique pour des raisons plus économiques que politiques. L'Espagne, pareil, des journaux, des dessinateurs extraordinaires, d'une presse satirique très vivante. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, on a la même presse, en fait, partout où la révolution industrielle a exporté ses moyens techniques, les colons ou les populations qui venaient d'Europe globalement ont amené évidemment des presses à imprimer et ont diffusé des journaux. Et très vite, dans ces journaux, il y a eu des caricatures, il y a eu des journaux satiriques. Un dessinateur français voilà, qui part au Japon, il va fonder un journal satirique au Japon. Alors ce journal n'a pas obligatoirement un très grand rayonnement, mais à l'époque, c'est une évidence. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement les dessinateurs, comment ils font. Quelque part, il n'y a pas la télé, il n'y a pas Internet. Aujourd'hui, Book, il est sans cesse à regarder, s'il veut faire une caricature d'actualité, il va regarder les chaînes d'actualité, il va écouter la radio. À l'époque, on n'a pas ça. Donc, le dessinateur, parfois, se rend sur place, donc à l'Assemblée nationale. Il assiste au débat dans la tribune qui est réservée au public. Il assiste à des meetings. Voilà, le dessinateur peut être voilà, sur place, mais il se sert aussi beaucoup des illustrations hein, qui sont produites par le reste de la presse. Et ces images, ces illustrations, les photographies des hommes politiques vont nourrir le dessinateur qui sait à l'époque que le public ne connaît pas obligatoirement l'homme politique dont il parle, surtout au début de la carrière. Donc on a toujours le nom qui est associé. Et après, évidemment, plus la notoriété grandit, plus le lecteur va reconnaître facilement l'homme politique. Donc ici, vous avez le même homme politique qui est président de la République dans des caricatures
avant de devenir président et puis après, une fois devenu président. On a une évolution du travail de la représentation de la physionomie de l'homme politique. Et surtout, quand il y a un événement frappant qui est associé à cet homme politique, eh bien, on va avoir une cristallisation de la représentation. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, Émile Loubet, qui est le président en 1899, il va subir un attentat. En 1899, il se prend un coup de canne à Longchamp, un coup de canne qui lui est donné par un gars d'extrême droite. Lui-même est républicain. Et on est en pleine affaire Dreyfus, beaucoup de tensions. Et ce coup de canne va cabosser son chapeau, voilà, il n'a rien d'autre. Mais les dessinateurs vont se servir de cet événement pour ajouter un élément comique, justement, à la représentation de cet homme politique et pour que, tout de suite, le spectateur, le lecteur du journal, reconnaisse de qui on parle en lui mettant alors un chapeau cabossé. Voilà. Une fois après l'événement, la plupart des dessins représentent cet homme politique, ce président de la République, avec un chapeau cabossé. Évidemment, cette technique, voilà, on la retrouve chez Charlie Hebdo. Parfois, Charlie Hebdo, où un dessinateur se met à associer systématiquement un objet, mais un objet parce que les événements ont fait que cet objet avait du sens. Les talonnettes de Sarkozy, par exemple, c'est Sarkozy lui-même qui, un jour, a trompé la presse en envoyant à la presse une photo où il était en train de serrer la main de George Bush, et ils étaient tous les deux au même niveau. Or, George Bush est beaucoup plus grand que Sarkozy, donc c'était impossible. Et là, les journalistes du Canard enchaîné se sont moqués de lui et ont insisté sur le fait que, tiens, il avait des talonnettes. Et donc là, la talonnette, ça a été évidemment un sujet de plaisanterie. Alors, je vous ai dit que même après 1880, parfois, des dessins posaient problème, il y avait des tensions. À droite, vous avez donc l'Assiette au beurre, qui est un journal assez connu de l'époque, qui publie aussi bien des dessins très neutres que des dessins très violents, comme celui-là. Celui-là n'a pas posé de problème à l'époque. Alors qu'un autre, qui est publié dans le même journal, qui représente en fait le roi anglais de l'époque, sur les fesses de l'allégorie anglaise, Albion, eh bien, celui-là pose problème, crée des tensions, et donc le préfet de police, il interdit le journal d'affichage. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous vouliez bien vendre votre journal satirique, il fallait l'afficher dans les kiosques. Et évidemment, pour que l'acheteur, les badauds, en le voyant, aient envie de l'acheter. Et là, ce numéro est interdit d'exposition dans les kiosques. Donc, qu'est-ce que fait le journal ? Eh bien, il recouvre le fessier d'une fausse robe peinte, dans certains numéros, pour montrer au préfet de police qu'ils ont pris en compte sa remarque, alors que rien n'interdit de représenter le monarque. Le journal ne sera pas condamné pour ça. Il est juste ennuyé par le préfet de police. Et donc voilà, on trouve ce subterfuge, et ce qui n'empêche pas le journal, évidemment, de vendre l'original à l'époque. Alors la guerre, pendant les premiers mois de guerre, de la guerre de 14, on a une désorganisation très forte de l'économie et de la vie sociale, ce qui fait que les journaux satiriques vont être les premiers à s'arrêter. Et puis après, quand finalement on peut recommencer à publier de tels journaux, c'est-à-dire au bout de 6 mois, eh bien il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on peut, alors que la guerre fait rage, alors que la jeunesse est envoyée finalement se faire tuer, même si on ne le dit pas comme ça à l'époque, on pense que ça va aller très vite, etc. Est-ce qu'on peut décemment publier des caricatures ? Eh bien, les journaux qui recommencent à apparaître justifient en fait leur apparition en disant que, ben oui, en fait, non seulement on va aider les troupes à garder le moral, mais en plus on va attaquer l'adversaire. Et les caricatures diffusées par ces journaux, eh bien, elles auront encore plus d'impact que les balles. Voilà. On a un discours qui est un discours délirant, une espèce de transformation du regard de la société sur les dessinateurs, enfin de la société, surtout des journalistes, puisque ce sont les journalistes là qui donnent le ton, et qui disent, eh ben, le dessinateur, maintenant, ça n'est plus l'amuseur de la belle époque, ça n'est plus l'artiste raté, puisque beaucoup de dessinateurs espéraient faire des carrières artistiques sans y parvenir. Eh bien, le dessinateur devient un héros pendant la Première Guerre mondiale, et certains journalistes demandent des médailles pour les dessinateurs en disant que même leurs caricatures serviront de preuve, je dis bien de preuve, ils écrivent preuve, lors d'un futur procès contre Guillaume II, qui est l'empereur d'Allemagne. Donc voilà, on a une réévaluation du regard des commentateurs sur le dessin de presse, sur la caricature, et donc une justification qui permet aux journaux de reparaître
de bourrer les crânes, c'est-à-dire on a tout un tas de dessins montrant que les gaz sont inoffensifs. Hein, les soldats français, eux, les gaz, ça leur passe à travers, il ne se passe rien. Les balles allemandes, mais elles peuvent traverser un soldat français, il ne va pas mourir. Par contre, les soldats allemands, dès qu'on leur présente une tranche de pain, ils se mettent à plat ventre et ils disent j'ai faim, j'ai faim. Donc voilà, ce bourrage de crâne, la presse satirique, elle est totalement engagée dans la défense de la guerre, dans la défense de cette barbarie sans nom. Et alors qu'elle n'y est pas vraiment obligée. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des lois de censure. De nouveau, les dessinateurs doivent soumettre à la censure leurs dessins avant parution, mais personne ne les oblige. Ils auraient pu s'abstenir. Et voilà, tout le monde y va. Les hommes politiques, les écrivains, la plupart des dessinateurs, tout le monde est dans ce courant belliciste sans qu'on les y pousse. Donc très riche production de presse satirique pendant la guerre, alors qui correspond aussi à une envie de s'évader, puisque c'est du dessin d'humour, donc voilà, un peu de légèreté dans cette période très dure. On ne montre pas la dureté pendant la guerre, on montre un peu des cadavres dans les journaux illustrés de photographie, mais ce sont toujours des cadavres allemands. Jamais on ne voit un cadavre allié de toute la guerre, jamais on ne connaît pendant la guerre le nombre de morts. En France, c'est une information qui est totalement absente ou censurée. Et on a aussi évidemment des journaux qui sont publiés des caricatures qui sont publiées en assez grande taille dans des journaux quotidiens qui eux sont diffusés beaucoup plus largement en fait que la presse satirique qui reste une petite presse. À droite vous avez une carte postale, donc vous voyez la barbarisation de l'adversaire. L'allemand ne peut être qu'un monstre. Et puis, on a une instrumentalisation qui est intéressante, un dessinateur néerlandais qui s'appelle Remakers, qui va devenir la mascotte en fait, des Alliés. Il va être accueilli par les souverains, les premiers ministres de tout un tas de pays, de France, d'Angleterre. En France, il va recevoir la Légion d'honneur. Et en fait, parce qu'il est neutre, à l'époque, la Hollande est neutre, ce dessinateur a une mère allemande, donc il ne peut pas mentir, puisqu'il est neutre, il dit sûrement la vérité. Enfin, c'est le discours, évidemment, qu'il y a sur lui. Et donc, il va être imprimé, exposé, traduit dans des dizaines et des dizaines de pays, des dizaines et des dizaines de langues. On diffuse ses dessins sur des boîtes d'allumettes, sur des paquets de cigarettes qui sont donnés aux soldats. Enfin, et il va aller jusqu'aux États-Unis et être présenté en fait par le président des États-Unis comme la personne civile qui a eu le plus d'influence sur la Première Guerre mondiale. Voilà, la personne civile, pas les militaires, mais en tout cas en tant que civil, c'est lui qui aurait eu la plus grande importance, la plus grande influence sur la guerre. Donc ces dessins publiés à des millions d'exemplaires en fait. Voilà, donc là la presse satirique, elle est une fois de plus instrumentalisée par le pouvoir. Alors la presse satirique a connu son âge d'or à la Belle Époque, elle est quand même un peu comme l'ensemble de la presse, un peu mal en point après la guerre, puisque après la guerre, il y a une bascule. Après tout ce bourrage de crâne, il y a une tendance au pacifisme dans l'après-guerre, une critique donc qui se fait contre la presse et sa responsabilité, ses liens avec les hommes politiques et ses liens avec le pouvoir. Néanmoins, la presse qui continue à se publier assez largement continue à avoir un certain goût pour la caricature, notamment dans les journaux qu'on appelle littéraires, qui sont hebdomadaires, Gringoire, Marianne, Je suis partout, qui pour certains deviendront des brûlots d'extrême droite collaborationnistes. On a aussi des journaux d'écho. Alors ça, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que le journal publie des brèves politiques, en fait. Ce n'est pas des articles très longs, ce sont des hebdomadaires d'une dizaine de pages, même un peu plus, 16 pages, et on a systématiquement une grande caricature en couverture, là on est dans la tradition, et des petits dessins satiriques tout au long des pages. Et voilà, sur un ton assez léger. Voilà, on retrouve le Charivari, qui est devenu hebdomadaire dorénavant. Et donc une presse qui quand même reste très forte. On n'a pas encore la télé, la radio commence à émerger, elle aura une importance non négligeable pendant la Deuxième Guerre mondiale en termes de propagande et de diffusion de l'information. Alors là, je voulais juste vous montrer, on a une évolution très forte au niveau du dessin de presse qui nous amène aux dessinateurs d'aujourd'hui, en fait. Au XIXe siècle, on a vraiment un dessin qui se veut artistique, c'est-à-dire que le dessinateur insiste d'abord sur la forme. À l'époque, les dessinateurs voulaient devenir des artistes. Certains essayaient d'exposer leur peinture
au salon, les salons annuels. En général, ils ne réussissaient pas, et quand ils réussissaient, évidemment, ils arrêtaient de dessiner dans la presse. Mais on a ce travail plastique, ce travail graphique qui est très, très poussé. Dans les années 20-30, en fait, on a une transformation radicale où ce qui va primer, ça va être l'idée. L'idée, le commentaire politique, l'idée, essayer de saisir une situation. Et là, on ne s'embarrasse plus avec ce travail des ombres, ce travail des ombres propres pour donner du modelé. On va avoir un dessin au trait. Voilà. C'est la fameuse ligne claire qui va devenir très caractéristique de ce dessin français. On n'a pas la ligne claire comme ça à l'étranger. On a plutôt un dessin qui reste un cartoon. On parle de cartoon pour les pays anglo-saxons, qui reste très travaillé avec beaucoup de hachures. On travaille les ombres voilà, pour donner du relief. Alors qu'en France, avec Sénep notamment, mais les dessinateurs, lui c'est un dessinateur de droite, mais les dessinateurs de gauche vont vers cette simplification. Une idée, enfin vraiment on est... Je pense que les avant-gardes ont profondément marqué ces dessinateurs-là. C'est-à-dire que c'est l'idée qui prime. Et là, on le voit bien. Hein, le dessinateur Sénep, c'est le premier, par exemple, à transformer des gouttes de pluie, à leur donner le visage d'homme politique de l'époque. Et on voit bien que cette pluie accable le personnage qui essaye de s'en protéger, le français moyen, là. Et à l'époque, voilà, il pleuvait beaucoup, on est dans un automne. Il y a toujours un lien, évidemment, avec l'actualité météorologique. Il ne va pas sortir cette idée comme ça. Mais en tout cas, voilà, on est dans une espèce de manipulation de concepts visuels, ce qu'on n'était pas capable de faire avant. Et Sénep, là-dessus, est un dessinateur assez extraordinaire. Je vous invite à aller regarder. Alors, la presse satirique à l'étranger, vous savez que les années 30, c'est la montée des périls. On a... évidemment la dictature stalinienne en URSS, on a évidemment la montée du nazisme, du fascisme. Tous ces pays-là vont instrumentaliser la caricature. Les journaux qui se publient depuis, pour certains, le milieu du 19e siècle, pour certains, vont s'adapter au nazisme, hein, ce qui va être le cas du Kladderadatsch, du Simplicissimus. Les nazis vont même essayer de publier un journal satirique d'obédience nazie. Eux, c'est le parti nazi qui le crée. Ça va durer une dizaine d'années à peu près. Après, il va fusionner avec Simplicissimus. Et puis, en fait, ces journaux restent quand même, malgré tout, des journaux satiriques avec quelques dizaines de milliers de lecteurs. Il va y avoir un journal qui est souvent montré quand on veut parler du nazisme et de l'antisémitisme en Allemagne, c'est le Stürmer. Et ce journal va en fait, c'est un journal qui est exclusivement antisémite. Il ne parle que de ça pendant 20 ans. Et en une, il y a toujours une caricature du dessinateur Phipps, un dessinateur allemand. Et là, c'est des centaines de milliers d'exemplaires. Et ce journal a la caractéristique d'être montré publiquement toutes les semaines dans des vitrines dans toutes les villes d'Allemagne et aussi les villes des pays conquis. Donc, il a une audience considérable, beaucoup plus que les journaux satiriques qu'il a. Voilà, s'adresse à un public un peu plus riche parce que les journaux satiriques sont plus chers hein, que les journaux quotidiens ou que les journaux en noir et blanc. Et ce journal-là, il est vu par des centaines de millions de gens chaque semaine. La période de la collaboration en France, alors on a beaucoup moins de journaux satiriques. Il y a un contrôle en zone nord qui est absolu de l'occupant. Et évidemment, en zone sud, le contrôle il se fait par Vichy, par Pétain. En zone sud, on ne publie plus de caricatures politiques. On a trop peur d'avoir des problèmes avec Pétain. Et par contre, en zone nord, évidemment, les journaux collaborationnistes, hein, qui ont dans toute leur rédaction des pro-nazis et souvent à la direction, il y a un Allemand qui est là aussi pour surveiller, eh bien, ils utilisent ces dessins de presse, ils utilisent ces caricatures, bien sûr, pour défendre l'idéologie évidemment, accabler les juifs, accabler les francs-maçons, dénoncer le divorce. Enfin, voilà, dans la zone sud, il y a toute l'idéologie de Pétain, travailler famille, patrie, et il est impensable de critiquer à l'époque cette idéologie. L'après-guerre va voir un renouveau de la presse satirique, pas pour très longtemps, puisqu'il y a une espèce d'enthousiasme, mais rapidement, il va y avoir des problèmes économiques qui vont faire que tout un tas de journaux vont s'arrêter. Mais on a des dizaines et des dizaines de journaux
journaux, d'humour. On a envie de rire, hein, c'est comme après le confinement, on a envie de se détendre. Donc un confinement de 4 ans de guerre, c'est quand même autre chose que ce qu'on a vécu, mais en tout cas, voilà, il y a cette envie d'image, ce bonheur d'une certaine liberté retrouvée. Et je ne peux évidemment pas m'arrêter avant de parler de ce renouveau de la satire vraiment dans les années 60, un renouveau par Harakiri. Alors c'est vraiment, on insiste là-dessus, mais à l'époque, la plupart des journaux ne participent pas du tout à ce renouveau, hein. C'est vraiment une exception, une niche. Quelques dessinateurs, quelques rédacteurs en ont assez de cette lourdeur dans cette société gaulliste. Depuis 58, De Gaulle est de nouveau au pouvoir. Il y a ce poids, l'armée, il y a eu la guerre d'Algérie. Enfin, on est dans une société très corsetée au niveau moral. Et c'est au niveau moral qu'ils vont d'abord produire des textes et des images, hein. Harakiri va d'abord attaquer sur le terrain des mœurs, va libérer le dessin et aussi la photographie sur le terrain de la représentation de la nudité. On va avoir un gros retour de la scatologie, mais pour rire. Enfin, ça n'est plus politique. On ne cherche pas à viser le pouvoir. De toute façon, on serait assez rapidement inquiété. Mais c'est surtout, on en a assez de cette rigueur, du mariage, de l'Église. Voilà, on va plutôt avoir un esprit bête et méchant, hein. C'est comme ça qu'ils se sont qualifiés. Et quelques journaux qui vont se publier dans cet esprit-là. Évidemment, le plus célèbre, ça va être Harakiri qui va se transformer en Charlie Hebdo. En fait, pour la petite histoire, l'hebdo Harakiri, qui se publie en 68-69, va être 69-70, pardon, va être interdit pour cette couverture qui n'est pas une couverture dessinée, qui est une couverture de texte en fait, et qui attaque De Gaulle, en fait, qui évoque la mort de De Gaulle, mais les gaullistes trouvent ça assez insupportable, puisque Bal tragique à Colombey des deux églises, c'est là où bien sûr habitait De Gaulle, et il y avait eu dans une discothèque un accident très grave avec tout un tas de morts, et donc ils font cette synthèse, hein. Souvent le dessin de presse fait une synthèse entre deux événements qui n'ont pas de rapport, et pour provoquer le rire chez le lecteur. Et la semaine d'après, évidemment, le journal reparaît, mais sous un autre nom, d'où voilà, la naissance de Charlie Hebdo se fait à ce moment-là. Donc pendant les années 70, on a cet esprit bête et méchant qui rencontre un vrai grand succès, avec plusieurs centaines de milliers de journaux, d'exemplaires vendus, mais voilà, ça va durer une dizaine d'années et ça va se tarir, au point qu'au début des années 80, Charlie Hebdo s'arrête. À l'époque, donc, avant que Charlie Hebdo s'arrête, on a quand même d'autres journaux qu'on peut mentionner qui sont voilà, assez virulents, journaux notamment de ciné, hein, L'Enragé et Ciné Massacre, des journaux qui vont paraître en mai 68. Hein, L'Enragé à Action, c'est en 68 que ça naît. Hein, il y a tout un mouvement qui va renouveler le dessin de presse à l'époque, mais 68, en fait, il y a eu très peu de dessins de presse qui ont été favorables au mouvement. Hein. Le mouvement a surtout utilisé l'affiche et pas la lithographie, la sérigraphie. Voilà, les fameuses affiches avec des aplats, une couleur ou deux éventuellement, mais principalement une. Donc le dessin de presse n'intéresse pas le mouvement de mai 68, c'est vraiment l'affiche. Et puis ici un dessin de Cabu, voilà, des journaux militants qui vont aussi utiliser le journal satirique. Alors, en 1992, Charlie Hebdo renaît. Et Charlie Hebdo, à ce moment-là, n'est plus le journal qu'il avait pu être dans les années 70. Ce n'est pas un journal révolutionnaire, comme avait pu l'être la caricature ou le charivari dans les années 1830. Ça n'est pas non plus un journal qui est du côté du pouvoir. Hein. Voilà, c'est un journal critique, en fait, écologiste, féministe. Et on est dans une époque où le pouvoir ne censure plus vraiment, ne censure plus la presse. Voilà, même les hommes politiques, voilà, ça les énerve parfois un peu qu'on les caricature, mais il n'y a plus trop de moyens de censurer la presse. Par contre, il y a une nouveauté, c'est que ce sont les associations qui vont se mettre à essayer de réduire la liberté d'expression des journaux. Et Charlie Hebdo va subir
des procès, hein, notamment par la Griffe, une association d'extrême droite à l'époque catholique, des dizaines de procès qui vont lui être intentés. Voilà, certains gagnés, d'autres perdus par l'association. Mais on va voir monter en fait une pression, et la pression qui n'est plus la pression d'en haut comme elle a pu l'être jusqu'en 1880 et même encore dans les années 30, mais une pression qui vient d'en bas, d'abord de milieux structurés, et puis après de plus en plus des communautés en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 90, il y a Patrick Timsit, un humoriste, qui est encore actif. En fait, il fait un sketch qui raconte l'histoire d'un chirurgien qui est atroce, enfin vraiment, non, un dentiste, excusez-moi. Et il y a une phrase qu'il prête à ce personnage, mais qui est immonde. Il en fait un personnage horrible. Et il y a une phrase dans laquelle il parle des trisomiques, justement. Il dit les trisomiques, tout est bon, c'est comme les crevettes, voilà, comme la tête, enfin, sauf la tête, voilà, sauf la tête. Et on a très vite une association qui va porter plainte contre lui, un père de trisomique qui va monter au créneau. Et c'est un peu la première fois qu'on a ce genre de réaction venant d'en bas, de gens qui se sentent outragés par une forme caricaturale, là, qui n'est pas dessinée, mais... Et en fait, cette pression, elle va se renforcer au fil du temps. Il va y avoir bien sûr des associations féministes qui aujourd'hui, ou même depuis une dizaine d'années, sont choquées par des représentations de certaines femmes dans la caricature. La caricature, elle exagère. La caricature, elle utilise des métaphores. La caricature, elle utilise plein d'images pour servir une idée. Mais ces images sont souvent prises au premier degré par les gens qui disent finalement elles véhiculent des stéréotypes homophobes, des stéréotypes sexistes, des stéréotypes racistes. Et Charlie Hebdo va être pris dans cette spirale à partir de 2005. Hein. Ça a été la première affaire des caricatures de Mahomet. Vous vous rappelez, le Jyllands-Posten au Danemark qui publie des dessins dans des circonstances assez douteuses, mais on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de m'arrêter trop longtemps, mais en tout cas, Charlie Hebdo reproduit au nom de la liberté d'expression en disant des dessinateurs sont menacés de mort pour des dessins. Eh bien, nous, on ne peut pas accepter ça. On reproduit ces dessins et on est solidaire parce que la liberté d'expression, c'est plus important que tout. Et voilà, la revendication de la protection de Mahomet au nom d'un certain islamisme radical, eh bien, on sait ce que ça va donner. Voilà, Charb, notamment, est mis sur la liste des 10 personnes à abattre dans le monde par les groupes les plus intégristes. Et ça, on va finir par l'attentat de janvier 2015. En tout cas, voilà, on est dans cette logique maintenant. D'un côté, Charlie Hebdo qui subit de plus en plus de pression et finalement l'ensemble des dessinateurs. Voilà, on parlait tout à l'heure avec Claire de Baker de quand on organise une exposition comme celle-là, par exemple, est-ce qu'on se fixe des limites? Est-ce qu'on montre tout? Est-ce que quel regard les responsables de la ville, parce que quand même ils ont un regard sur tout ça, quel regard eux portent sur tout ça? Est-ce qu'on s'autocensure? Bon, moi-même, en tant que dessinateur, voilà, par moments, je m'autocensure. Les dessinateurs que je côtoie, voilà, certains disent qu'ils ne s'autocensurent pas, mais ils sont très rares. Tous les autres, ils sentent ce poids aujourd'hui sur eux, même si souvent il est surestimé. Mais il y a donc ce risque, voilà, un peu latent d'un attentat qui a mis quand même des choses très fortes dans les têtes. Et puis, il y a l'émergence des réseaux sociaux qui a aussi changé beaucoup la donne, puisque même si avant, voilà, le lecteur pouvait vous écrire pour vous engueuler en vous disant votre dessin il est affreux, ou bien même il y a un film qui est intéressant qui est paru il y a quelques années de Gus Van Sant, qui est un réalisateur assez connu, sur le dessinateur Callahan, un dessinateur paraplégique qui lui dessinait voilà, dans le genre des dessins du New Yorker, qui est un journal satirique très connu aux États-Unis. Et on le voit à un moment donné dans le film, mais c'est ses mémoires. Hein, donc voilà, il le raconte aussi dans ses mémoires. Il se promène dans la rue dans sa chaise roulante. Il se fait engueuler par une mamie qui lui dit mais vos dessins, mais c'est une honte. Vous devriez, je ne sais pas moi, être mort. Enfin, elle est très vindicative parce qu'il fait des dessins sur la maladie, sur le sexe, sur la mort. Et voilà, il y a tout un public qui est choqué par ces dessins. Pourtant, ce sont des dessins d'humour. Donc on peut avoir ce genre de réaction. On les a depuis très longtemps. Mais jusque-là,
réactions-là, c'était plutôt des réactions d'individu à individu, on va dire. Et là, avec les réseaux sociaux, évidemment, on a une espèce de libération de la parole, comme on le sait. Avec l'anonymat, on va beaucoup plus loin. On a une logique d'affrontement, hein, puisque sur le réseau social, si vous voulez être visible, il faut quand même éviter les phrases molles. Et on y va frontalement. Et à tel point que les dessinateurs, aujourd'hui, parlent d'une nouvelle censure qui est celle des réseaux sociaux. Ce n'est plus la censure des associations, ça n'est plus la censure du pouvoir, c'est la censure, finalement, de la rue virtuelle, qui est celle des réseaux sociaux, et qui, du jour au lendemain, fait que vous pouvez être menacé de mort pour un dessin, voilà, quelques traits qui n'ont pas plu à des gens. Ça ne vient pas du tout obligatoirement de l'extrême droite islamiste, ça vient de tout autre type de sensibilité. Hein. Il n'y a pas très longtemps, un dessinateur a publié un dessin sur le site de l'Humanité représentant une journaliste assez déshabillée et son amoureux qui est Alaphilippe, Julien Alaphilippe. Donc, moi, j'y connais rien en cyclisme, mais voilà, c'est un champion de cyclisme. Et ce dessinateur faisait référence au fait que la journaliste elle-même s'était exposée l'année d'avant dans un calendrier avec des photos très déshabillées. Hein. On voyait quasiment tout. Et donc, voilà, il fait un clin d'œil à ça, et pour évoquer la connivence entre le journaliste et les sportifs. Et en même temps, c'était un dessin du dimanche, donc c'est le jour du repos pour les sportifs. Et très vite, il y a eu une avalanche de messages sur les réseaux sociaux et il a été menacé de mort. Donc voilà, là, il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de tradition culturelle immémoriale. On est vraiment dans une espèce d'hyper sensibilité, d'hyper virulence. Et voilà, il n'y a plus aucun frein quand on est sur les réseaux. Enfin, voilà, une petite minorité peut aller très loin. Et donc pour les dessinateurs, pour la presse satirique, on a cet ensemble, depuis les années 90, on a cet ensemble de pressions qui font que c'est devenu presque impossible de dessiner de manière innocente. On ne dessine plus du tout de manière innocente. Alors, pour conclure avec cette question de Daniel Muraz, j'espère vous avoir montré que la presse satirique, ça n'est pas aussi simple, ça n'est pas seulement un côté. Voilà, la presse satirique, elle s'est adaptée à tout un tas de circonstances. Elle a été utilisée par tout un tas de sensibilités. Voilà, certains lui ont donné un caractère plus grivois, d'autres plus extrémistes, certains progressistes, d'autres au contraire réactionnaires. Voilà, suscitant la haine, développant la haine. Donc là-dessus, il faut quand même garder cette vision-là. Hein. On a trop souvent une vision un peu romantique du dessinateur qui est gentil et qui ne fait pas de mal à une mouche. Voilà, on a eu des tas de dessinateurs qui ont choisi plutôt de faire beaucoup de mal, d'accompagner des États terriblement oppressifs. Et puis on a cette situation où Charlie Hebdo, comme je dis, s'est un peu échappé à lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu cet attentat, Charlie Hebdo a été défendu par la police, a été défendu par l'armée. Il y a eu cette grande manifestation avec aussi tout un tas de dirigeants. Donc Charlie Hebdo est devenu un symbole de la liberté d'expression, alors qu'avant, Charlie Hebdo n'était qu'un journal satirique. Ça n'a rien à voir. Et les dessinateurs de presse sont devenus des symboles. Enfin, on en a fait des symboles de la liberté d'expression. On leur a demandé d'incarner cette liberté d'expression, ce qu'ils ne voulaient pas du tout faire. Bien sûr qu'ils sont pour la liberté d'expression, mais cette responsabilité ne peut pas reposer sur leurs épaules, leurs petites épaules d'individus. Soit toute la société défend la liberté d'expression, soit personne. Mais ce n'est pas quelques dessinateurs qui peuvent la défendre. Et Charlie Hebdo est passé de journal critique, voilà, qui pouvait être perçu comme le Canard enchaîné, comme quand même un peu acerbe vis-à-vis des autorités du pouvoir. Et c'est devenu soudain un journal institutionnel, en fait. Malgré eux, parce qu'ils sont devenus cet enjeu d'une espèce de bras de fer entre, d'un côté, ceux qui ont tué avec comme exigence de ne pas représenter Mahomet, et puis finalement de ne pas attaquer les intégristes, et puis un État démocratique, la République, qui, elle, essaye de tenir sur ce terrain-là. Donc on est dans une configuration très nouvelle. Enfin, jusque-là, aucun État n'a défendu comme ça un journal satirique. C'est la première fois
que des États, d'ailleurs, puisque ça a été international, se mettent à défendre, à dire « je suis Charlie ». L'État a dit « je suis Charlie ». Bon, c'est un non-sens historique. Hein. Pour l'historien, voilà, on est dans une situation incroyable. Et aux yeux, en tout cas, de la population qui est un peu plus loin de tout ça, eh bien, Charlie, déjà, était plutôt un journal parisien, un journal lié à, quand même à un certain microcosme. Hein. Si on se place dans une banlieue où il fait difficile vivre, eh bien, Charlie est devenu cette incarnation d'un certain pouvoir. Quoi qu'en veuillent ses dessinateurs, voilà, ça leur échappe totalement, mais en tout cas, on n'est plus dans la situation des années 70 où on était dans un esprit libertaire, bête et méchant, où on pouvait se permettre de dessiner finalement avec une grande liberté et malgré la pression du pouvoir. Bon, il y a cette situation totalement inédite. Voilà, bah, écoutez, je crois qu'on peut éventuellement s'arrêter là. Ben, merci à vous. Merci d'être venu. Et donc, si vous voulez jeter un œil aux journaux, n'hésitez pas.